C'était lors d'un barbecue familial dans le jardin de mon grand-père à Nantes. Le soleil tapait doucement. Les rires se mêlaient au parfum des grillades. Et je savourais tranquillement mon verre de citronnade glacée. Mon grand-père, toujours prompt à attirer l'attention, leva sa bière et lança, d'une voix suffisamment forte pour que tout le voisinage puisse entendre. « C'est tellement généreux de ta part d'avoir accepté de te porter garante pour le prêt immobilier de ta sœur. » Mon cerveau mit une seconde de trop à traiter ces mots. Je restais figée, la tranche de citron encore posée sur mes lèvres. Je n'avais signé aucun document, je n'avais pas même mis un pied dans une banque pour discuter d'un prêt. Et pourtant, les phrases de mon grand-père me clouaient sur place. Je posai lentement mon verre, cherchant à lire sur son visage un indice que tout cela n'était qu'une mauvaise plaisanterie. Mais il paraissait sérieux, presque attendri par ce qu'il croyait être un geste fraternel admirable. Je tournai alors la tête vers ma sœur, assise à l'autre bout de la table, un bavoir à la main pour essuyer la bouche de son bébé. Elle évita soigneusement mon regard, fixant son assiette comme si de rien n'était. Cette absence de réaction, cette façon d'esquiver, me mit la puce à l'oreille. Ce n'était pas une surprise, encore moins un malentendu. Elle savait. Puis mes yeux se posèrent sur ma mère. Elle eut un petit rire, un de ces rires légers et superficiels qui cherchent à désamorcer toute tension. « Oh, peut-être que tu l'as fait dans ton sommeil, » dit-elle en agitant la main, comme pour chasser un souvenir anodin. Sa voix se voulait amusée, mais je sentais un sous-texte lourd, presque poisseux. Elle racontait cela comme une anecdote familiale charmante, alors que tout en moi hurlait que quelque chose clochait profondément. Autour de nous, les conversations reprirent comme si de rien n'était. Le cliquetis des couverts et le parfum de la viande grillée reprirent leur place dans l'air. Mais pour moi, tout avait changé. Je sentais une brûlure au creux de la poitrine, une sensation d'étau qui se resserrait. Ce n'était pas une simple incompréhension, c'était la révélation d'une trahison possible. Mes pensées s'embrouillaient. Comment aurait-il pu obtenir mon nom, mon accord, sans que je le sache? Et surtout, pourquoi ma famille, ces personnes censées être mon refuge, semblait-elle traiter la situation comme une blague? Je restais silencieuse, trop consciente des yeux posés sur moi, trop lucide sur le fait qu'exploser à ce moment-là me ferait passer pour la trouble faite. Alors j'ai souri, un sourire figé, mécanique, presque douloureux, comme pour dire « tout va bien, vraiment ». Mais derrière ce masque, une tempête grondait. Chaque éclat de rire, chaque mot prononcé autour de cette table sonnait faux, comme un décor peint sur une vérité sale. Je savais que je ne trouverais pas mes réponses ici, pas devant des assiettes de salade de pommes de terre et des gobelets en plastique. Non, ce que je venais d'entendre appelait autre chose, une vérification, des preuves, et surtout la certitude que je n'étais pas en train de devenir folle. Car si ce que mon grand-père avait dit était vrai, cela signifiait que quelqu'un, assis à cette table, avait pris mon identité, l'avait utilisée pour obtenir quelque chose d'aussi énorme qu'un prêt immobilier, et que tout le monde, sauf moi, le savait. Le soir même, à peine rentrée chez moi, je m'assis devant mon ordinateur, le cœur battant et les mains moites. Mes doigts tremblaient légèrement en tapant ma demande de rapport de crédit en ligne, comme si j'avais déjà peur de ce que j'allais découvrir. Les minutes d'attente me parurent interminables, chaque seconde résonnant dans ma tête comme un compte à rebours. Lorsque le document apparut enfin à l'écran, je sentis un frisson glacial me parcourir l'échine. Là, noir sur blanc, figurait un prêt immobilier contracté en mon nom, pour une adresse que je connaissais bien, celle de ma sœur. Plus je lisais, plus mon estomac se nouait.
Tous mes renseignements personnels y figuraient. Mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, et même une signature censée être la mienne. Je me penchais pour examiner cette signature. Le souffle court. Ce n'était pas la mienne. Les lettres étaient tremblantes, mal formées, comme tracées à partir d'un modèle, peut-être même par-dessus une vieille photocopie. Pourtant, pour le système bancaire, cette signature était authentique. La colère monta en moi, lente et brûlante. Ma sœur et probablement ma mère avaient orchestré tout cela pour obtenir un crédit qu'elle n'aurait jamais pu décrocher autrement. Et pourquoi ? Pour une maison avec un joli portail blanc, un jardin impeccable et cette façade parfaite que l'on exhibe fièrement devant les voisins. L'idée que mon nom ait été utilisé comme une simple clé pour ouvrir leur porte me donnait envie de hurler. Mais je me retins. Je passais plusieurs minutes à contempler l'écran. Puis je respirais profondément. Je savais qu'il serait tentant de décrocher immédiatement mon téléphone et de leur crier ma rage au visage. Mais une partie de moi savait que ce serait exactement ce qu'elles attendaient. Une explosion émotionnelle qu'elles pourraient minimiser, tourner en dérision et utiliser contre moi. Non, cette fois-ci, je ne leur offrirai pas cette satisfaction. Je ferai tout dans les règles, méthodiquement, patiemment, et avec la loi comme arme. Si elles pensaient pouvoir me manipuler comme une enfant naïve, elles allaient découvrir une autre facette de moi. J'imprimais le rapport, page après page, en prenant soin de vérifier chaque détail. Les termes du prêt, le montant, la date de signature. Tout concordait avec ce que je soupçonnais déjà. Puis je rangeais les documents dans une chemise rigide, comme on prépare un dossier avant une bataille. Je me sentais à la fois trahie et étrangement calme, comme si un mécanisme de survie venait de s'enclencher. Ce n'était plus une affaire familiale, c'était une affaire judiciaire. Je savais que la route serait longue et épuisante, mais je n'avais plus peur. Au contraire, une détermination nouvelle, presque froide, s'installait en moi. Elles avaient volé mon nom pour construire leurs rêves. Moi, j'allais le reprendre et veiller à ce que chaque pierre de cette maison soit marquée par la vérité. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, je m'assis à ma table de salle à manger, avec une pile de documents étalés devant moi. La lumière blafarde de la lampe mettait en relief chaque feuille, chaque ligne, comme si elle portait toute la marque de la trahison. Je relus attentivement le rapport de crédit, le contrat hypothécaire, les pièces jointes que j'avais pu télécharger. Plus je passais de temps sur ces papiers, plus une évidence glaçante s'imposait. Non seulement elles avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale, mais elles disposaient aussi d'une copie nette de ma signature. Pas une imitation grossière griffonnée à la va-vite, non. Une copie parfaite, extraite de documents officiels ou d'anciennes signatures électroniques. Je ressentis un mélange de colère, de dégoût et d'incrédulité. Je pris mon téléphone, hésitant une seconde. Devais-je attendre le matin ? Mais à quoi bon ? Ce genre de situation ne souffre pas l'attente. J'avais besoin d'une alliée immédiate, quelqu'un qui ne se laisserait pas impressionner par les histoires larmoyantes que ma famille pourrait inventer. C'est ainsi que je composais le numéro de Madame Lefebvre, une avocate spécialisée dans les affaires de fraude financière, recommandée par une collègue. Malgré l'heure tardive, sa voix se fit claire et posée au bout du fil. Je lui expliquais tout, sans rien omettre. Le barbecue, la révélation de mon grand-père, le rapport de crédit, la signature falsifiée. Elle m'écouta sans m'interrompre, et lorsque j'eus terminé, elle dit d'une voix ferme : « Nous allons agir immédiatement. » En moins d'une heure, elle m'envoya une liste précise de ce qu'il fallait faire. Ensemble, nous préparâmes une plainte formelle adressée à la banque, accompagnée des copies de tous les documents suspects,
Elle rédigea également une notification pour les 3 principaux bureaux de crédit afin de signaler le vol d'identité et de faire geler toute demande de prêt à mon nom. Enfin, elle contacta le notaire indiqué sur les papiers pour l'informer qu'une enquête allait être ouverte sur la validité de cette transaction. Pendant que je suivais ses instructions, je ressentais une étrange énergie. La peur et la trahison faisaient place à une détermination glaciale. Quand j'eus enfin raccroché, il était presque 4 heures du matin. Les documents étaient triés, les premières démarches lancées, et je sentais que la machine venait de se mettre en route. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, que ma mère et ma sœur mentiraient, minimiseraient et chercheraient à m'intimider. Mais j'avais désormais à mes côtés une professionnelle qui ne se laisserait pas manipuler. J'étais entrée dans un autre registre. Ce n'était plus la fille docile qui esquivait les conflits. C'était une femme qui protégeait son nom et son intégrité, prête à exposer la vérité jusqu'au bout, même si cela devait pulvériser l'image que ma famille avait soigneusement entretenue pendant toutes ces années. Quelques jours plus tard, les premières réponses aux démarches de Madame Lefebvre commencèrent à arriver. L'un des courriels de la banque me glaça particulièrement. Le responsable du service hypothécaire confirmait, presque avec désinvolture, que le prêt avait été approuvé à la suite d'un simple échange téléphonique. Aucune rencontre en personne, aucune vérification stricte de pièces d'identité. Selon leur dossier, ma sœur s'était présentée à l'agence accompagnée de son enfant, en bas âge, et l'employé avait traité l'affaire comme une formalité. Un bébé qui pleure, un sourire assuré. Et visiblement, toute vigilance s'était envolée. En lisant ces mots, je sentis un mélange d'indignation et d'incrédulité. Comment une institution censée protéger ses clients pouvait-elle se montrer aussi négligente? Je repensais à cette scène décrite par la banque, que j'imaginais presque comme un petit théâtre bien rodé. Ma sœur, jouant le rôle de la mère débordée, et ma mère, certainement à ses côtés, se présentant comme soutien moral. Pas de vérification sérieuse, pas de questions embarrassantes. Et derrière ce jeu, un objectif clair. Obtenir l'argent en utilisant mon nom, puis espérer que je n'en saurais jamais rien. Le plus odieux, c'était de comprendre que ce n'était pas un coup de tête ou un acte irréfléchi dicté par le désespoir. Non, c'était planifié, prémédité et exécuté avec une précision froide. Pendant ce temps, ma mère et ma sœur gardèrent le silence. Pas un appel, pas un message, pas même un mensonge maladroit pour tenter de justifier ce qu'elles avaient fait. C'était un silence stratégique, calculé. Elles misaient sur ma réputation de personne qui n'aime pas faire d'histoire, celle qui préfère avaler sa colère plutôt que de provoquer un conflit familial. Elles espéraient que je laisserais tomber, que je considérerais tout cela comme une affaire privée qui ne devait pas salir le nom de la famille. Mais elles me sous-estimaient profondément. Ce n'était pas une dispute autour d'une table de dîner. Ce n'était pas un malentendu à effacer d'un revers de main. Je le savais désormais avec certitude. Il s'agissait d'un vol d'identité et d'une fraude volontaire. Un crime déguisé sous des airs de proximité familiale. Cette prise de conscience ne m'attrista pas autant qu'elle m'endurcit. Chaque fois que je revoyais leur visage lors du barbecue, ces sourires faussement innocents, je sentais ma détermination se renforcer. Elles avaient franchi une ligne dont on ne revient pas. Et si elles croyaient que j'allais leur offrir une porte de sortie discrète, elles se trompaient lourdement. J'avais l'intention de tirer cette affaire au clair, de l'exposer dans toute sa laideur et de leur rappeler que les liens du sang ne sont pas un blanc-seing pour piétiner les droits et la dignité d'une personne. La semaine suivante, la banque annonça officiellement l'ouverture d'une enquête interne.
Les échanges prirent un ton plus formel. Ils demandaient des précisions, réclamèrent des copies de pièces d'identité, des signatures authentifiées, et semblaient enfin comprendre la gravité de la situation. L'un des éléments les plus accablants arriva rapidement. Le notaire, interrogé par Madame Lefebvre, confirma sans hésitation qu'il ne m'avait jamais rencontrée lors de la signature. Selon lui, seule ma sœur et ma mère étaient présentes ce jour-là, et aucune vérification stricte d'identité n'avait été effectuée. Cette confirmation, aussi froide qu'un constat médical, fut un choc, mais aussi une arme. C'était la preuve concrète que mon nom avait été utilisé en mon absence, et que tout cela n'était pas qu'une erreur administrative. Munie de ces éléments, Madame Lefebvre décida de passer à l'étape suivante, le signalement officiel au procureur de la République. Elle prépara un dossier complet, comprenant le rapport de crédit, les copies des documents falsifiés, la déclaration du notaire et un résumé précis des circonstances. J'assistais, en visioconférence, à l'envoi de ces pièces. Voir tout cela rassemblé dans un seul et même dossier me donna à la fois un sentiment de vertige et un souffle nouveau de détermination. Nous n'étions plus dans une simple dispute familiale. C'était désormais une affaire criminelle en bonne et due forme. C'est à ce moment-là qu'une information supplémentaire, et particulièrement douloureuse, tomba. En recoupant les dates, je réalisais que la signature frauduleuse avait été apposée quelques jours seulement après ma sortie de l'hôpital. Je venais de subir une opération importante et j'étais encore sous traitement, à moitié assommée par les médicaments. Je ne pouvais pas conduire. Je dépendais entièrement de ma mère pour mes déplacements, mes repas et la gestion des petites tâches quotidiennes. Je la croyais à mes côtés pour m'aider, veiller sur moi, m'offrir le réconfort d'une présence familiale bienveillante. En réalité, c'est précisément pendant cette période de vulnérabilité qu'elles avaient agi, profitant de ma faiblesse pour subtiliser les documents nécessaires et copier ma signature. Cette découverte changea quelque chose en moi. Jusqu'ici, je pensais affronter une trahison grave, mais ordinaire, dans sa malhonnêteté. Désormais, je voyais les contours d'une cruauté calculée, presque chirurgicale. Elles avaient choisi le moment où j'étais au plus bas, physiquement et psychologiquement, pour frapper. Cette prise de conscience m'ôta les derniers restes de culpabilité ou de doute qui pouvaient encore me freiner. Je n'avais plus à me demander si j'allais trop loin en les poursuivant en justice. C'était elles qui avaient franchi toutes les limites. Et, à cet instant précis, je me fis une promesse silencieuse. Je mènerais cette affaire jusqu'au bout, non seulement pour effacer la fraude de mon dossier, mais aussi pour ne plus jamais permettre à quiconque de profiter de ma confiance de cette façon. Ce qu'elles avaient fait dépassait de loin la simple notion d'arnaque. Ce n'était pas un coup de tête, ni même un acte de désespoir mal avisé. C'était une trahison préméditée, pensée dans les moindres détails, exécutée avec un sang-froid qui me glaçait encore le sang. Elles avaient choisi le moment, préparé les documents, profité des failles administratives et de ma confiance aveugle. Elles avaient utilisé non seulement mon identité, mais aussi la relation que nous partagions pour se protéger mutuellement. En réalisant cela, je compris que ma réponse ne pouvait pas être guidée par la colère seule. La vengeance, aussi tentante soit-elle, ne me donnerait pas la paix. Ce dont j'avais besoin, c'était de vérité, de justice et d'un processus irréprochable qui les contraindrait à répondre de leurs actes. La première victoire tangible arriva lorsque la banque, après plusieurs semaines de vérification, m'informa par écrit que mon nom avait été officiellement retiré du prêt hypothécaire. C'était un soulagement immense,
un poids qui s'évaporait enfin. Mon crédit allait être rétabli, et cette dette illégitime ne planerait plus au-dessus de ma tête comme une menace constante. Pourtant, même en lisant cette lettre, je savais que ce n'était qu'une partie de l'histoire. Être effacé du prêt n'effaçait ni la trahison, ni les nuits blanches, ni l'angoisse qui m'avait dévoré depuis la découverte. C'est pourquoi, dès le lendemain, je donnai instruction à Madame Lefebvre d'entamer une procédure civile. Nous déposâmes une plainte pour vol d'identité, dommages financiers et préjudice moral. Elle rédigea l'assignation avec une précision implacable, chaque phrase étayant les faits avec des preuves solides. Le rapport de crédit, les documents falsifiés, la déclaration du notaire, la confirmation de la banque, et même les captures d'écran de conversation où ma mère faisait des allusions maladroites à la situation. Nous ne laissions aucune zone d'ombre, aucun espace où elle pourrait se glisser pour nier ou minimiser. En lançant cette action, je savais que j'allais briser le peu de liens familiaux qui restaient. Mais en vérité, ces liens avaient été coupés par elle bien avant que je prenne cette décision. Ce procès n'était pas une déclaration de guerre, mais une affirmation de mes droits les plus élémentaires. J'avais vécu trop longtemps dans le rôle de celle qui pardonne, qui se tait pour préserver une façade d'harmonie. Aujourd'hui, cette façade était en ruine, et je n'avais plus aucun intérêt à la reconstruire. Ce que je voulais désormais, c'était un jugement clair, une reconnaissance officielle du tort subi, et la certitude que plus jamais personne ne pourrait s'approprier mon identité comme on s'approprie un objet. Et pour cela, j'étais prête à aller jusqu'au bout, peu importe le prix à payer en termes de relations ou de souvenirs. Le mercredi matin, Madame Lefebvre se rendit elle-même à l'adresse de ma sœur pour lui remettre en main propre l'assignation. Elle me raconta plus tard, avec ce ton calme et tranchant qui la caractérisait, que ma sœur avait ouvert la porte en tenant son enfant sur la hanche, l'air surpris et déjà un peu inquiet. Elle avait signé l'accusé de réception avec la même main qui, quelques mois plus tôt, avait imité la mienne sur des documents officiels. Ce simple geste, d'une ironie presque douloureuse, confirmait que nous étions désormais dans un face-à-face légal où chaque signature aurait un poids considérable. Je savais que cette remise en main propre allait déclencher des réactions, mais je n'imaginais pas qu'elle viendrait aussi vite. À peine 2 heures plus tard, mon téléphone sonna. C'était ma mère, la première fois qu'elle m'appelait depuis plusieurs semaines. Sa voix, dès les premiers mots, portait cette colère familière, mêlée d'un ton accusateur que je connaissais par cœur. Elle ne me demanda pas comment j'allais, ne chercha pas à comprendre ma position. Non, elle se lança directement dans un discours dramatique. « Comment peux-tu faire ça à ta sœur? Tu es en train de détruire notre famille. » Je restai silencieuse quelques secondes, laissant ces mots s'écraser dans l'air. Cette inversion totale des rôles, où celle qui avait été trahie devenait la coupable, était à la fois choquante et révélatrice. Je finis par lui répondre d'une voix posée, presque détachée. « Ce n'est pas moi qui ai pris ce chemin, c'est vous. » Elle soupira bruyamment, me reprochant mon manque de cœur, parlant de l'enfant de ma sœur comme d'un bouclier moral que je n'avais pas le droit de franchir. Mais je savais que derrière ce discours se cachait la peur. La peur que cette affaire n'aille trop loin, qu'elle ne soit plus maîtrisable. Et justement, c'était ce que je voulais. Que la vérité sorte au grand jour, sans qu'elle puisse la travestir ou l'étouffer. Dès le lendemain, j'accompagnais Madame Lefebvre au tribunal pour déposer une requête de contrôle accéléré. L'objectif était clair. Obtenir rapidement une audience et, si possible, enclencher une procédure pouvant aboutir à la saisie ou à la revente forcée de la maison acquise frauduleusement. Je signais les documents avec une main ferme,
consciente de la portée de chaque ligne. Je savais que cette démarche scellerait définitivement la rupture avec ma famille. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Leur maison n'était pas seulement un toit. Elle était le symbole de tout ce qu'elle m'avait volé. Et si la loi me permettait de les priver de ce symbole, alors j'allais le faire, non par vengeance, mais pour graver noir sur blanc que ce genre de trahison ne resterait jamais impuni. Quelques jours plus tard, je reçus un courrier recommandé de la banque. L'enveloppe, blanche et sans fioriture, contenait un langage froid et administratif. Il restait exactement 90 jours pour régler la situation ou quitter définitivement la maison. Les termes étaient clairs, presque impitoyables. Soit elle remboursait et faisait lever toute trace de fraude, soit la procédure de saisie irait jusqu'au bout. Je lus la lettre 3 fois, non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que chaque mot résonnait comme une validation de mon combat. C'était la preuve tangible que, malgré leurs manipulations et leur silence, la machine légale avançait inexorablement. Le dimanche suivant, jour habituel du grand brunch familial chez ma mère, je pris une décision que je savais symbolique. Je n'étais pas invitée, évidemment, mais j'allais y aller. Pas pour discuter, ni pour chercher une confrontation bruyante, mais pour déposer cette vérité sur la table, littéralement. J'arrivais devant la maison un peu avant midi. À travers les fenêtres, j'aperçus des silhouettes attablées, les éclats de voix familiers mêlés au bruit des assiettes. Lorsque j'entrai, le silence tomba presque instantanément. Les conversations s'éteignirent, les regards se tournèrent vers moi. Je ne saluais personne. Je m'avançai calmement vers la table, l'enveloppe à la main. Ma sœur avait le visage tendu. Ma mère esquissa un sourire figé, ce sourire qu'elle utilisait toujours pour faire croire que tout allait bien, alors que la tempête grondait. Je posai l'enveloppe devant elle, sans un mot, et fis glisser le papier jusqu'au centre de la table. Le froissement discret de l'enveloppe sur la nappe sembla plus fort que n'importe quelle phrase. Puis, d'une voix posée mais ferme, je dis « Vous avez construit cette maison sur mon nom. Maintenant, regardez-la s'effondrer sur le vôtre. » Ma sœur baissa les yeux. Ma mère tendit la main pour saisir le courrier, comme si elle pouvait en changer le contenu par la seule force de sa volonté. Elles lurent les premières lignes, et je vis la couleur quitter leur visage. Ma sœur balbutia un « Ce n'est pas possible », presque inaudible. Ma mère referma la lettre avec un claquement sec et me lança un regard qui se voulait accusateur, mais trahissait une inquiétude réelle. Je ne dis plus rien. Je restai là quelques secondes, le temps que le poids de la situation s'installe. Puis je fis demi-tour. En quittant la pièce, je sentis le silence derrière moi, lourd, tendu, irréversible. Ce jour-là, je n'avais pas seulement apporté une lettre, j'avais déposé au milieu de leur table la conséquence inévitable de leurs actes. Et je savais qu'à partir de cet instant, il leur serait impossible de se cacher derrière leurs mensonges ou leurs faux sourires. Au fil des semaines, je remarquai un changement discret mais révélateur. Les publications de ma sœur sur les réseaux sociaux disparurent peu à peu. Fini les clichés ensoleillés devant la maison avec le portail blanc. Fini les brunchs du dimanche immortalisés en stories. Fini les messages enjolivés vantant la vie de famille parfaite. Le silence numérique remplaça la mise en scène permanente. Je savais que ce n'était pas par pudeur soudaine, mais parce que la réalité commençait à se fissurer trop visiblement pour être exposée au grand jour. Les apparences qu'elle entretenait avec tant de soin étaient en train de s'effondrer, et elle n'avait plus rien à montrer qui ne trahisse pas la vérité. Un après-midi, elle m'appela. Sa voix était hésitante,
presque fragile. Mais je sentais que ce n'était pas la sincérité qui la poussait à parler, plutôt l'instinct de survie. Elle commença par déverser un flot d'explications. La pression financière, le loyer devenu insupportable, l'enfant qui avait besoin de stabilité. Elle essayait de peindre son geste comme un acte de désespoir, comme si la gravité de ses choix pouvait se dissoudre dans une histoire triste. J'écoutais, sans l'interrompre, mais chaque mot qu'elle prononçait renforçait cette sensation de distance entre nous. Il ne s'agissait pas de comprendre ses raisons. Il s'agissait de savoir si elle avait conscience de ce qu'elle m'avait fait. Alors, quand elle s'arrêta enfin pour reprendre son souffle, je posai la seule question qui comptait vraiment. Est-ce qu'au moins une fois tu as hésité avant de tracer ma signature? Il y eut un silence immédiat, un vide si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber entre nous. Pas de oui, pas de non, pas même un soupir. Seulement ce mutisme qui en disait infiniment plus que n'importe quelle justification. Ce silence me confirma tout ce que je devais savoir. Elle n'avait pas hésité, pas une seule seconde. Elle avait franchi cette limite avec une assurance froide, convaincue que j'ignorerais ou que je pardonnerais, comme toujours. Je sentis alors quelque chose se détacher en moi. Ce n'était pas de la colère, ni même de la tristesse. C'était une lucidité tranchante, presque apaisante. Je compris que je n'attendais pas d'excuses. Parce que les excuses sont vides quand elles viennent après un choix aussi délibéré. Ce silence, aussi pesant soit-il, valait toutes les réponses. Il mettait un point final à toute illusion de confiance entre nous. À cet instant, je cessais d'espérer qu'elle comprenne un jour la profondeur de la blessure. Et paradoxalement, c'est ce qui me donna le plus de force. Je n'avais plus besoin qu'elle valide ma douleur ou reconnaisse sa faute. J'avais la vérité, nue et irrévocable, et c'était suffisant pour avancer sans elle. Le jour du procès, la salle d'audience avait cette odeur de bois ciré et de tension contenue. Je pris place à ma table, mes documents soigneusement alignés devant moi. En face, ma mère était assise, le dos droit, le visage figé dans une expression de marbre. Ses yeux évitaient les miens, comme si me regarder serait reconnaître, même en silence, la gravité de ce qu'elle avait fait. À côté d'elle, ma sœur, visiblement nerveuse, triturait un mouchoir en papier déjà froissé. Les larmes coulèrent sur ses joues avant même que la séance ne commence. Un mélange d'angoisse et peut-être de calcul. Je savais qu'elle espérait que son émotion adoucirait le regard du juge. Lorsque ce fut à moi de prendre la parole, je me levai lentement. Je n'avais pas préparé un discours flamboyant, mais chaque phrase que je prononçais était ancrée dans les faits. Je racontais comment j'avais découvert, presque par hasard, que mon nom avait été apposé sur un contrat hypothécaire sans mon consentement. Comment elles avaient eu accès à mon numéro de sécurité sociale, à ma signature, et comment elles avaient agi pendant que j'étais affaiblie, en convalescence après une opération. J'expliquais que ce n'était pas seulement une fraude financière, mais aussi un acte de trahison qui avait brisé la confiance familiale de façon irréversible. Pendant que je parlais, je vis ma sœur baisser la tête, incapable de soutenir mon regard. Le juge écouta attentivement, prenant des notes à intervalles réguliers. Il posa ensuite quelques questions précises, auxquelles je répondis calmement, m'appuyant sur les preuves rassemblées par Madame Lefebvre. Les documents officiels, les déclarations du notaire, les échanges avec la banque, tout venait corroborer mon récit. Ma mère ne prit pas la parole, et ce silence résonna presque autant que mes propres mots. Quand le juge se tourna vers elle, il leur demanda si elles reconnaissèrent les faits. Ma sœur bredouilla une phrase sur les circonstances difficiles.
Mais cela ne changea rien. L'épreuve était accablante. Après une courte suspension, le juge rendit sa décision. La voix ferme, il ordonna que ma sœur libère la maison dans un délai de 30 jours, faute de quoi la saisie serait exécutée. De plus, il lui imposa le paiement de 48 000 € de dommages et intérêts pour compenser le préjudice financier et moral. Cette somme, bien qu'importante, n'était pas ce que je retenais. Ce qui comptait, c'était que, pour la première fois depuis le début de cette affaire, une autorité reconnue inscrivait noir sur blanc que j'avais été victime et que leurs actes avaient des conséquences réelles. En quittant la salle, je sentis un poids se lever de mes épaules, même si je savais que cette victoire ne réparerait pas tout. Mais c'était un début, et surtout, c'était la fin de leur illusion d'impunité. Quelques jours après le verdict, je passais en voiture devant la maison. Le ciel était bas, et une pluie fine tombait en nappes grises sur le quartier. Devant le portail blanc, un camion de déménagement était garé. Ses portes arrière grandes ouvertes. Des hommes, en combinaison grise, portaient des cartons, des sacs et quelques meubles emballés dans du plastique. Sur le perron, ma sœur était assise, son enfant blotti contre elle, le regard perdu dans le vide. Elle ne me vit pas, mais moi, je la vis, et je sus que cette image resterait gravée dans ma mémoire. Pourtant, à ma propre surprise, je ne ressentis ni triomphe, ni vengeance assouvie. Ce que je ressentais, c'était une forme de légèreté nouvelle, presque étrange. Ce n'était pas le pouvoir qui m'envahissait, mais la liberté. Les mois qui suivirent furent consacrés à réparer les dégâts invisibles. Ma cote de crédit, marquée par cette fraude, demandait un travail patient pour être rétablie. Avec Madame Lefebvre, nous suivions pas à pas les corrections administratives, chaque mise à jour devenant une petite victoire silencieuse. J'appris à naviguer dans ce dédale de formulaires et de vérifications, à m'armer de patience face aux réponses automatiques et aux délais interminables. Parallèlement, je m'efforçais de reconstruire un quotidien plus serein. Je redécouvris des choses moques que simples. Le plaisir d'un café pris sur une terrasse, la lecture le soir sans que l'esprit ne soit assiégé par l'angoisse. Lorsque je trouvai un petit appartement près du lac, ce fut comme franchir un seuil symbolique. L'endroit n'avait rien de luxueux, mais ses murs étaient à moi. Et surtout, il n'était bâti sur aucun mensonge. Chaque matin, en ouvrant les volets sur la vue de l'eau calme, je sentais que quelque chose en moi se rééquilibrait. Le silence y était différent de celui qui pesait dans ma vie auparavant. Ce n'était pas un silence imposé, chargé de non-dits, mais un silence choisi, apaisant. Les rives du lac devenaient mon refuge, un espace où je pouvais respirer pleinement, sans craindre que quelqu'un, quelque part, utilise mon nom pour bâtir sa propre vie. Quant à ma mère, elle tenta à plusieurs reprises de reprendre contact. Les appels s'accumulaient sur mon téléphone, parfois suivis de messages vocaux, où sa voix oscillait entre la culpabilisation et les reproches. Un jour, elle me disait que j'étais cruelle. Le lendemain, que j'étais sa fille adorée et qu'elle voulait arranger les choses. Mais j'avais compris qu'aucune de ces phrases ne visait réellement à réparer quoi que ce soit. Elle cherchait seulement à me ramener dans ce rôle docile, où je me sacrifiais pour préserver la paix familiale. Alors, je cessai de répondre. Peu à peu, son insistance s'éteignit, et dans cet espace libéré de ses mots, je trouvai enfin la paix que je croyais perdue à jamais. Aujourd'hui, ma sœur vit dans un petit appartement d'une pièce à Lyon. J'ai appris par une connaissance commune qu'elle avait repris un emploi à temps plein et qu'elle se faisait discrète. Plus de publications en ligne, plus de façades soigneusement entretenues, juste une vie réduite à l'essentiel. Ma mère, elle,
évite toute rencontre. Si par hasard nos chemins se croisent dans un lieu public, elle détourne le regard comme si j'étais une étrangère. Ce silence, qui autrefois m'aurait blessée, est désormais une protection. Il trace une frontière invisible mais nécessaire entre elles et moi. Ce n'est pas moi qui ai voulu cette distance, mais je sais maintenant qu'elle est la seule façon de préserver mon équilibre. Avec le temps, j'ai compris quelque chose de fondamental. Elles n'aimaient pas vraiment la personne que je suis aujourd'hui. Elles aimaient l'ancienne version de moi, celle qui se taisait, qui pliait pour éviter le conflit, qui acceptait de porter les fardeaux des autres sans jamais se plaindre. Elles aimaient cette commodité, pas moi. Et le jour où j'ai cessé de jouer ce rôle, elles n'ont plus su comment m'aimer. Ce constat est à la fois douloureux et libérateur. Douloureux, parce qu'il confirme que nos liens étaient conditionnels. Libérateur, parce qu'il m'autorise à vivre sans chercher à rentrer dans ce moule étroit qu'elles avaient façonné pour moi. J'ai choisi de me choisir, et ce n'est pas une décision que je regrette. Ma vie, aujourd'hui, est plus calme, plus simple et infiniment plus honnête. Je me lève le matin sans craindre de découvrir un nouveau mensonge caché sous le tapis familial. Je n'ai plus à mesurer mes mots pour éviter d'attiser de vieilles rancunes. Les journées ne sont pas toutes parfaites, mais elles m'appartiennent entièrement. Il n'y a pas de façade à maintenir, pas de double discours à tenir. Juste la vérité, même dans ses imperfections. C'est une existence plus modeste que celle que j'avais imaginée autrefois, mais elle est mienne, et cela suffit pour que je m'y sente à ma place. La justice, je l'ai découverte sous un visage inattendu. Elle n'est pas spectaculaire, elle ne s'accompagne pas d'applaudissements, ni de grands discours triomphants. Elle se manifeste dans les petites choses. Un matin ensoleillé, où je bois mon café en silence, un téléphone qui reste muet toute la journée, un soir où je ferme les yeux, sans repasser 1000 fois les mêmes souvenirs douloureux. Elle est dans la paix que je ressens en sachant que plus personne ne bâtira de mensonges sur mon nom. Elle est dans cette vie sans phare, où chaque choix vient de moi et non d'attentes imposées. Et, peut-être pour la première fois, je me sens entière, non pas parce que j'ai gagné contre elle, mais parce que j'ai choisi de vivre pour moi, et que rien ni personne ne pourra plus m'arracher cette liberté-là.